Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de This is Legends of Tomorrow. Donc épisode 4, Wet Hot American Bummer et épisode 5, Tagumo Attacks. Qui donc ont un thème général. Ça me fait penser d'ailleurs aux deux premiers épisodes qui avaient un thème sur les contes de fées qui tournent mal. Là c'est le thème général, c'est les films de genre. On a donc le slasher movie et le kaiju eiga, donc film de monstres japonais. Avec, même dans les titres, Tagumo Attacks. Ça va appuyer mon propos de dire que l'épisode 5 sur les kaiju, je le trouve mieux réussi dans le côté justement hommage au cinéma que le premier sur le slasher movie. Bon, rien que le titre, la Wet Hot American Bummer, ça me fait plus penser à un teenage movie, une comédie teenage movie un peu débile, qu'à un slasher movie en fait. Et l'épisode en lui-même, c'est plus ça justement, c'est plus le côté camp de vacances d'été, avec les gamins qui font des conneries, que le côté slasher. Alors que le film de l'épisode de Kaiju, on fait quand même plus de références au cinéma de Kaiju. Par exemple, avec la scène où le réalisateur filme en noir et blanc, et on voit le Kaiju et la guerrière, j'y reviendrai, qui se battent dans un décor de carton-pâte. Et ça fait vraiment film de Kaiju. Il y a la référence historique au symbolisme que sont les Kaiju, puisque le Tagumo symbolise dans la tête du réalisateur Hiroshima, qui est en fait le Godzilla. Godzilla symbolise Hiroshima, mais aussi d'ailleurs les essais nucléaires et tout. Et le contrôle du feu nucléaire qui finalement devient un allié du Japon, puisque Godzilla finit par devenir le protecteur du Japon. Il passe de la menace totale au protecteur. Après, ça dépend des versions. Là, par exemple, dans la dernière série de films d'animation, c'est la nature qui vient se écraser l'arrogance de l'homme. C'est la nature qui se venge contre l'homme. Et dans les films, par contre, c'est au contraire le protecteur de la nature, celui qui rétablit l'équilibre dans la nature. Encore une fois, que l'homme a détraqué, évidemment, mais bon. Donc là, les références au film de Kaiju. Bon, après, la scène très émotionnelle sur ces réminiscences de Hiroshima, avec la poussière là autour de lui, qui en fait sont ses proches, qui est sur lui, autour de lui, dans ses poumons et tout. Dans une série qui a un registre et un ton quand même léger, voire loufoque, ça fait un peu, voilà, c'est pas forcément vraiment à sa place. Mais bon, ça passe. Pour moi, ça passe quand même. Mais c'est vrai que t'as ça, et puis quelques scènes plus tard, t'as une guerrière violette avec 3 seins qui combat un poulpe. Ouais. Alors après, c'est aussi un peu ça les films de kaiju, hein. T'as des monstres débiles qui se tapent dessus, même si parfois, pas dans tous les films, parfois il y a un message derrière. T'as quand même deux types dans des costumes en plastoc qui se tapent dessus, donc on peut dire bon, pourquoi pas. Le premier, par contre, le côté slasher est pas du tout utilisé. La seule référence au slasher, c'est quand Sarah et Sharp regardent quand on nous fait croire que c'est le début de l'épisode, quand elles regardent leur film, la Swamp Thing, où on voit la scène classique du Death by Sex, hein, c'est les deux types qui s'envoient en l'air, et c'est là où ils vont se faire massacrer par le monstre ou l'assassin ou quoi que ce soit. En plus, comme c'est lié à Vendredi 13, c'est quasiment la raison des meurtres de Vendredi 13, hein, c'est les moniteurs qui étaient plus occupés à batifoler qu'à s'occuper des gamins. Donc c'est littéralement, c'est du Death by Sex Vendredi 13, hein, c'est vraiment basé là-dessus. Mais sinon, dans l'épisode en lui-même, il y a rien. Alors qu'il y a des gamins qui disparaissent, on pourrait se poser des questions. Non. Ensuite, l'épisode 5, oui, j'ai bien aimé la référence au kaiju. Après voilà, l'épisode est pas dingue, hein. L'épisode 4 non plus. Dans l'épisode 4, bon déjà il y a pas mal de conneries au niveau de la magie de John. C'est-à-dire que John pourrait résoudre la situation en 10 minutes, puisqu'il a un sort qui lui permet de trouver les gamins avec un petit morceau de vêtement. Ils ont accès à la chambre du gosse. Ils ont qu'à prendre des fringues, voire un objet personnel. C'est encore les fringues, c'est les fringues du camp. Je suis sûr que dans sa chambre, il a des objets personnels, plus personnels que ça. Et John, avec ses sortilèges, il pourrait le retrouver. Donc en une journée, ils auraient pu tout régler. Mais non, hein, il faut passer du temps. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir des scènes un peu débiles. On veut avoir Sharp et Sarah qui se rechangent en gamine sans vraiment aucune raison, en fait. Parce que John, il peut hypnotiser les gosses. Pourquoi il hypnotise pas les gamines ? Ah parce que sinon il aurait des informations. Mais d'ailleurs, pourquoi les gamins étaient pas au courant des informations qu'ont les gamines ? Parce que leur copain, lui, il était au courant. Pourquoi eux, ils l'étaient pas ?
Puis en plus, on lui dit que c'est un truc du camp, c'est un truc qu'ils font chaque année, c'est connu des gosses. Pourquoi est-ce que les enfants, les garçons ne le savaient pas? Pour que les filles, pour qu'il y ait besoin d'infiltrer le groupe des filles, pour avoir des informations, et donc forcer Sarah et Sharp à redevenir gamine pour essayer de travailler un peu le fait que Sharp a pas eu d'enfance et tout, qui mène nulle part en termes de personnages. Il n'y a pas vraiment d'évolution des personnages. Et ils sont au même point à la fin qu'au début, donc ça n'a pas trop d'utilité scénaristique. Bref. Par contre, le couple Ray-John, je trouve que ça marche plutôt bien, puisque John, le groupe, de toute façon en général, est quand même plutôt dans l'humour, dans le loufoque, et John, lui, reste dans son sérieux. Alors, pendant combien de temps, on va voir. Bon, déjà, j'étais horrifié quand ils ont mis John en tenue de moniteur. Il faut pas faire ça. Et lui enlever sa cigarette, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça à John. Bref, je trouve que ça marche bien parce que John reste dans son sérieux et dans le poids aussi. Qui est un peu retiré par épisode 5, mais j'y viendrai, je vais y venir tout de suite. Un des problèmes d'épisode 5, c'est encore une fois qu'il casse des enjeux. Par exemple sur John, à la fin de l'épisode 4, il sacrifie une partie de sa vie pour sauver des gamins. Pour moi, ça ressemble beaucoup à du Hellblazer. La magie a des conséquences. Et l'épisode 5, Nora débarque pour l'aider. Elle nous dit que la magie a des conséquences, qu'il faut sacrifier d'autres vies pour restaurer son énergie vitale, ce qui me paraissait logique. Et là, Ray arrive et il casse tout ça en disant non, mais en fait, avec la science, il y a pas besoin de conséquences. Bon, John essaie de restaurer des conséquences en disant à Nora que si elle emprunte cette voie, elle pourra plus en ressortir, mais ce qui marche pas tellement parce que elle a déjà emprunté cette voie, même pire, avec son père, et elle en est ressortie. Et en plus, à la fin, on voit qu'il n'y a aucune conséquence pour elle, vu qu'elle choisit la voie noble en se rendant au Time Bureau. Bon, même si d'un côté, voyant sa vie là dans le festival médiéval, ouais, elle a peut-être pas envie d'y retourner en fait. C'est peut-être pire le festival médiéval que le Time Bureau, hein. Parce qu'en plus, elle peut les aider, leur apporter des informations et avec sa magie, elle peut même les aider à affronter les créatures mystiques. Donc, elle pourrait même réussir à s'en sortir. Donc, c'est noble, mais en même temps, voilà, l'alternative est pas géniale pour elle. Donc, je pense que le choix était quand même vite fait. Et voilà, on casse les enjeux. Et encore plus dans l'épisode 5 avec le côté Nate, qui est là pour faire de l'humour, mais qui casse les enjeux puisque les trois monstres qui se libèrent, en fait, déjà il les compare à des gamins affamés, et donc c'est plus des animaux de compagnie, pas très bien dressés, que des monstres. C'est-à-dire que quand la fille, ils ont juste faim, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Bah tiens, je vais aller leur chercher à manger. Qu'est-ce qu'ils mangent? Baba Yaga au début, il dit à l'autre là qui veut lui arracher sa peau pour la manger. Qu'est-ce qu'ils mangent à ton avis? De la chair humaine? Ah bah non, parce que sinon on pourrait pas les nourrir. Sinon ça serait des vrais monstres. Et donc ça casse déjà avec le shapeshifter qui finalement devient quelqu'un de sympa, sans trop de raison d'ailleurs. Je vois pas pourquoi tellement elle risque sa peau à la fin pour aider Sarah. Mais bref, ça montre que les monstres qu'ils affrontent, c'est pas vraiment des menaces en fait. Donc ça casse les enjeux encore plus. Déjà c'est du procédural, donc terme d'enjeu c'est pas génial. Mais en plus là on voit que il y a sans doute des monstres très dangereux. J'espère qu'on va en voir des vrais. Mais voilà, on te montre que finalement ils sont pas si dangereux que ça. Même l'ennemi principal de Tagumo là, c'est un livre magique qui n'est pas maléfique. C'est pas un livre maléfique. Au contraire, c'est censé être un cadeau pour les humains. C'est juste que évidemment que c'est un danger quand tu sais pas que le livre a des pouvoirs, parce qu'ils arrêtent pas la shapeshifter là, elle s'en prend au réalisateur. Il avait aucune chance, il pouvait pas savoir que le bouquin allait rendre réel ce qu'il faisait. Genre, je me suis fait une réflexion, quitte à mettre un monstre avec des tentacules, ils auraient pu donner le bouquin à Lovecraft. Là, ça aurait donné un épisode avec des trucs abominables. Ça aurait été sympa aussi, parce qu'en plus les trucs aquatiques et tout, et avec plein de tentacules de partout, ça c'est Lovecraft, il adore. Hein. Donc, il y a pas que ça, hein, mais il y a pas que ça dans l'univers de Lovecraft. Mais bon, ça aurait été sympa d'avoir un truc comme ça, un personnage qui écrit vraiment un truc horrible, même si j'ai bien aimé la référence Kaiju. Et bon, je crois que j'ai abordé à peu près tous les points. Donc, j'espère qu'on va conserver de l'enjeu sur John, par contre. Parce qu'autant de toute façon sur l'équipe, les menaces qu'affronte l'équipe, il n'y a jamais vraiment eu d'enjeu. Enfin, le premier épisode, ils affrontent une licorne.
Donc voilà, en termes d'enjeux, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais là, même les trucs qui ressemblent vraiment à des monstres, même le Baba Yaga qui est un peu le croque-mitaine russe, même ça, y a pas, c'est pas des vrais monstres. D'ailleurs, même la bonne fée, c'était pas vraiment un vrai monstre, c'est les humains qui l'ont poussé à ça. La Shapeshifter, c'est pas vraiment un monstre non plus. En fait, à part la licorne qui vraiment dévorait des gens, c'était juste un animal qui dévorait des gens. Tout le reste, c'est pas vraiment des monstres absolus. C'est pas le mal absolu. Donc ça casse un peu les enjeux. J'espère qu'ils vont en conserver quand même avec le mystère autour de John. Et sinon, je termine parce que j'allais oublier. Par rapport à John, c'est le côté fanboy, mais ça me fait extrêmement plaisir de voir des références à Swamp Thing. Même si, je pense, hélas, on verra jamais Swamp Thing dans l'univers CW. Hélas ou pas d'ailleurs, parce que le service online de DC est en train de réaliser une série Swamp Thing. Donc je dis hélas, en même temps, si la série Swamp Thing est géniale, je suis très heureux d'avoir une série Swamp Thing. J'attends de voir le résultat, mais je suis très heureux d'avoir une série Swamp Thing. Donc plutôt que les anciens films Swamp Thing. Donc je suis très heureux d'avoir cette série. Après, c'est un peu dommage de pas avoir Swamp Thing et Constantine en même temps. C'est ça ça me pince un petit peu de pas les avoir en même temps, parce que le Matt Ryan en Constantine, je le trouve génial. Donc j'aimerais avoir le Matt Ryan Constantine avec Swamp Thing. J'attends de voir la série du DC Online là, pour savoir ce que ça va donner. Mais voilà, les références à Swamp Thing, ça me fait plaisir d'avoir Constantine qui reconnaît devant tout le monde que Swamp Thing existe et qu'il le connaît. Puisque même historiquement, hein, Hellblazer, John Constantine, parce que dans les comics c'est pas Constantine, c'est Constantine, John Constantine est apparu dans les pages de Swamp Thing. Donc il y a un lien historique même entre les deux personnages. C'est d'ailleurs l'une des histoires les plus connues de Swamp Thing, avec Constantine qui débarque dans ces pages. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir aux fanboys, hein, ça améliore pas forcément l'épisode, mais ça fait plaisir. Bref, j'ai bien parlé de ces deux épisodes, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sur ce, au revoir.